Bonjour et bienvenue pour ce comptoir Octo, un comptoir qui s'appelle Too Fast, Too Curious et qui fait suite à un premier comptoir qu'on avait fait avec vous, une session de partage il y a quelques temps qui était destinée à parler de la captation, l'enrichissement, le partage et la monétisation de données. Et ce nouveau comptoir reprend le même thème en allant un peu plus loin et notamment sur la valeur métier que l'on peut dégager des données. Alors, c'est un comptoir qui est sous le signe de la collaboration, puisque c'est un travail de groupe qui a été réalisé avec nos collègues experts retail d'Accenture Song, qui est le nouveau nom d'Accenture Interactive, avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour. Avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Et de la collaboration aussi avec nos partenaires Snowflake, avec Eric. Bonjour. Et Dataiku avec Héloïse. Je ne sais pas si Héloïse est avec nous. Et évidemment avec des personnes d'Octo, puisqu'on a Nelson avec nous. Hello Nelson. Bonjour. Et puis Christophe qui sera notre modérateur. Bonjour à tous. Et donc sans plus attendre, démarrons ce comptoir avec une introduction sur l'évolution du retail média. À toi, Héloïse. Élodie, pardon. Alors pourquoi on vous reparle de ce sujet-là et on va plus loin effectivement que l'année dernière parce que c'est cet univers de la monétisation de la donnée et du retail média dans le retail est un univers qui change beaucoup et qui est en complète croissance. On estime que d'ici 2024, le marché va atteindre 81 milliards d'euros. Alors ça, c'est pour la partie retail média, avec des très fortes croissances. On observe entre 2020 et 2021 une croissance de l'ordre de 30% aux États-Unis. Et si on regarde à peu près partout dans le monde, on a ce même niveau de croissance, plus ou moins. Donc, on est vraiment dans un univers qui progresse. Ceci dit, on ne va pas vous parler que du retail média, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que le marché commence de plus en plus à casser le silo entre le retail média et l'insight. Et comment est-ce que je le dis ça pour créer encore plus de valeur? Et si on regarde juste dans les 12 derniers mois, même pas, et là j'en ai pris que quelques exemples, on voit ce type d'évolution sur l'offre Carrefour Link, sur Fnac Darty avec Retail Link ou sur l'alliance Tesco Denunby, où à chaque fois, on part avant, ils avaient des régies médias, ils avaient de l'insight, plus ou moins développé. Et en fait, dans le renouveau de la régie, ils cherchent vraiment à relier les deux et à faire croître le retail média, mais en faisant croître le retail média, on fait croître l'insight. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait vous parler de cette partie insight. Et du coup, cet enjeu de la génération d'insight, il concerne des profils qui sont assez différents au sein des retailers et chez leurs partenaires. Et on a choisi d'illustrer ça avec, on va dire, 3 personas. 2 qui sont plutôt orientés métiers, donc un catman au sein du retailer et un catman fournisseur, donc partenaire du retailer, et également un data scientist. Chacun rencontre aujourd'hui assez souvent des difficultés qui lui sont propres, notamment pour le catman retailer, donc le catégorie manager retailer, un accès qui est assez compliqué aux données, un accès qui se fait de manière assez séparée, des données qui sont très silotées, s'ensuit des reporting qui sont assez diverses, assez nombreux, ce qui freine vraiment la prise de décision stratégique pour les catégories managers. Pour son partenaire, le catégorie manager fournisseur, on a une problématique d'accès à la donnée, notamment concernant les consommateurs finaux, donc des données qui sont plutôt généralement chez le retailer, notamment via la fidélité, etc. Un accès à des données qui sont peu qualitatives et au final assez peu d'insights exploitables sur comment se comportent ces produits au sein de l'enseigne de son partenaire. Et enfin, d'un côté plus data science, data analyse, on a également des problématiques, donc notamment sur le personnel du data scientist, avec un temps d'extraction et de préparation des données qui est souvent trop long et qui se fait du coup au détriment des activités de génération d'insights et d'analyse, qui derrière du coup pénalise aussi le métier qui a des données et des insights à moindre valeur ajoutée ou alors avec un niveau d'analyse qui est moins approfondi. Ces enjeux autour de la génération et de l'exploitation des insights, il rejoint des problématiques
qui sont assez centrales chez les retailers aujourd'hui. Déjà, rendre la donnée exploitable et valorisable immédiatement, afin pour le métier d'avoir un accès facilité à la donnée, de pouvoir se concentrer sur les analyses en sauvant du temps par rapport aux phases d'extraction et de traitement des données. Pour Data Scientist, c'est également cette partie-là, du coup, pouvoir accélérer ce process amont de traitement de la donnée, construire une plateforme Big Data qui soit plus performante afin d'accélérer encore ces activités et de permettre d'avoir une plateforme plus harmonisée, notamment en brisant les silos qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les différents types de données. Et on va avoir également une grosse problématique de renforcement de la collaboration stratégique entre le Catman retailer et le Catman fournisseur, de manière à collaborativement parvenir à améliorer la performance sur la catégorie pour le retailer et sur ses produits pour le fournisseur. Et enfin, il y a un dernier point qui est important et qui est assez sous-estimé aujourd'hui, c'est vraiment activer le potentiel de la monétisation pour le retailer, qui a souvent une mine d'or en termes de données, notamment consommateurs et également transactions, qui pourraient être utilisées notamment par le fournisseur et par d'autres parties qui pourraient être intéressées. Nelson, je te laisse la main. Pardon, c'était mieux. La combinaison des capacités de Snowflake et Dataiku permet accélère beaucoup plus la génération d'insights dans l'entreprise, notamment dans la partie Data Scientist. À travers de Snowflake, j'accède à une base de données centralisée de données où je peux trouver toute l'information de l'entreprise et aussi je peux compter avec un pouvoir de calcul souple qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. Et avec Dataiku, je bénéficie d'une interface collaborative qui permet d'interagir à toutes les personnes à l'intérieur de l'entreprise et aussi des cas d'usage, on va dire, prêts à l'emploi pour accélérer la construction des insights. Alexandre. Alexandre, je crois qu'on n'a plus le son. C'est bon. Vous m'entendez? Oui. Alors, comme je le disais, du coup, le métier bénéficie de ces insights qui sont générés par les data scientists. Il accède plus rapidement aux données de manière aussi davantage consolidée, avec du coup des silos qui sont brisés au niveau des différentes sources de données qu'on peut avoir chez un retailer. Il dispose des capacités analytiques pour mener ses propres analyses sur la performance de la catégorie, sur l'analyse de ses clients qui sont supérieurs par rapport à ce qu'il pouvait avoir auparavant. Et on a tout un aspect collaboration avec le fournisseur qui est permis également via le data sharing. Data sharing avec les données du coup du fournisseur via le self-service insight portal que vous voyez au milieu, en fait, qui permet d'avoir un accès au même dashboard entre le retailer et le fournisseur, de croiser les données pour aller plus loin dans les analyses de ces insights, tout en gardant une bonne sécurité vis-à-vis des problématiques de confidentialité, etc., grâce à des éléments qui sont mis en place par Snowflake, notamment la Data Clean Room, qui va permettre d'assurer la confidentialité de données sensibles par rapport à ce qui est partagé au fournisseur. En tout cas, on aura du coup une collaboration entre les deux sur la même base, sur le croisement des données, sur les mêmes reportings qui vont permettre vraiment d'accélérer le travail au niveau de l'optimisation de la catégorie du retailer, et du coup du produit des fournisseurs, l'assortiment du fournisseur. Et on a un dernier point qui est aussi également l'enrichissement de ces insights via des données externes. Donc via la marketplace de Snowflake, on peut enrichir les données du retailer, notamment avec des données socio-démo qui vont pouvoir être récupérées pour affiner l'analyse au niveau des consommateurs. Et pour le fournisseur, ça va être également un moyen de récupérer davantage de données monétisées de la part du retailer, et donc pour le retailer, du coup, une source de revenus supplémentaire. Là-dessus, on vous propose de passer sur une démo de Dataiku, et là-dessus, Nelson, je te laisse la main. Je prends. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Ah, c'est ça là. C'est bon. Ah. Ce que je veux montrer, c'est en tant que data scientist, comment je mène toutes les tâches du projet et comment j'utilise les accélérateurs. Allô? C'est bon. Donc, ce que vous voyez là, c'est la page d'accueil de Dataiku. Ici, on peut centraliser les efforts de plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Notamment, ici, on a plusieurs projets.
Et comme je vous ai dit, un des accélérateurs qu'on a utilisé, c'est la création de projets, l'utilisation des projets prêts à l'emploi disponibles par Dataiku. Et ce sont des projets des différentes industries. Et on peut utiliser, s'inspirer pour voir comment des experts ont déjà utilisé cette expertise pour construire des use cases, notamment par exemple en retail, on a plusieurs exemples. Ces cas d'usage sont assez bien documentés et dans Dataiku, il nous explique comment utiliser les projets et quelles données. Et en plus, ils nous fournissent une base de données pour utiliser et faire une démonstration. Mais par la suite, on peut brancher nos données et commencer à exploiter les insights déjà disponibles dans chaque projet. Donc là, on a un projet déjà commencé. Et ici, on arrive à la première interface de collaboration de Dataiku. Ça, c'est l'interface de synthèse du projet. Et là, dans un seul regard, on peut avoir plusieurs informations très importantes, pas seulement pour les personnes techniques, mais aussi pour les personnes du métier. On a les contextes de projet, on peut documenter et aller un peu plus loin avec l'information du projet. On peut partager toute cette information avec différentes personnes de l'entreprise. On a même une interface de collaboration, on peut se donner des tâches et voir l'activité des différents personnes à l'intérieur du projet. Donc, on voit toute l'activité et tous les derniers changements qui sont faits dans les sets de données. Et en plus, on a une synthèse d'activités. On peut regarder que les différentes interactions de chaque individu et les contributions à travers le temps. Donc, ce que cette interface nous permet, c'est d'avoir un contrôle général du projet et voir comment tous les différents acteurs ont interagi à l'intérieur. En plus, on peut disposer de différents dashboards qui peuvent être partagés avec des équipes métiers qui vont nous aider à prendre des décisions, à savoir comment on continue avec les projets, quelles décisions on peut prendre par la suite. Donc, ça, c'est la première interface. La deuxième interface, c'est l'interface du flux. C'est vraiment où se passe toute la transformation des données. Normalement, en tant que data scientist, on peut dépenser beaucoup de temps pour préparer les données. Et ça, c'est une tâche qu'à travers des Dataiku et Snowflake, on a pu accélérer. Notamment, vous voyez ici, c'est un flux et on part d'un set de données, une transformation et ça nous donne un set de données. Et ici, il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est le logo de Snowflake. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a configuré notre projet et l'information va être stockée dans Snowflake. Ce que ça veut dire, c'est que l'information va être aussi traitée dans Snowflake et on va pouvoir utiliser le pouvoir de calcul pour mener toutes les tâches de transformation. Et donc, du coup, ici, on a les nodes de transformation, on recette, qui sont des tâches déjà préparées par Snowflake. Donc, je n'ai pas besoin de m'en occuper pour configurer ou pour coder tous les comportements de cette recette. J'ai juste à configurer les étapes et c'est assez visuel et c'est facile à comprendre. Mais aussi, il y a des recettes pour des personnes qui connaissent un peu plus de code ou qui ont des besoins très spécifiques. Donc, on peut utiliser différents codes open source tels que Python, R ou SQL pour construire des recettes personnalisées et les partager avec d'autres personnes au sein de l'entreprise. Dans Snowflake, on peut garantir aussi qu'on va enrichir l'information parce que soit à l'intérieur de l'entreprise, on compte avec une source centralisée de l'information, donc on peut enrichir l'information avec d'autres équipes de l'entreprise, mais aussi on peut enrichir avec l'information extérieure à travers du data sharing ou data marketplace. Le data marketplace, pour vous faire une idée, c'est une sorte de app store, mais d'informations. Donc, on compte avec plusieurs sets de données. Ça, c'est la marketplace de Snowflake. Et on a différentes catégories selon l'industrie. Et on peut profiter de ces données pour enrichir notre analyse. Donc, ça, c'était un exemple d'un projet de Snowflake prêt à l'emploi, mais aussi, je vais vous montrer
le projet où on a travaillé avec Alexandre pour générer nos insights. Donc ici, on arrive après la transformation à un des nœuds les plus importants de Snowflake, de Dataiku, c'est qu'à la fin de la transformation, on a un but, c'est de construire des modèles de prédiction ou de classification. Cette fois-ci, on a construit un modèle de clustering pour construire les segmentations de clients que par la suite, Philippe a utilisé. Donc ici, on va voir nos analyses et on voit qu'à travers les Dataiku, on peut explorer les différentes variables et d'importance du modèle et ça nous aide à expliquer vraiment comment on construit les clusters et lancer les conversations avec les métiers qui pas forcément sont comprendre le data science, mais avec les explications des variables et de Snowflake, on peut avoir des conversations qui vont être beaucoup plus claires à travers pour prendre des décisions. Donc, vous voyez ici, on a identifié plusieurs clusters, qui sont les clusters que je peux scorer la base de données et la partager avec Alexandre qui va continuer avec les insights. Merci Nelson, je vais reprendre la main. Alors, on va vous présenter un exemple du coup effectivement de ce que ça donne sur un Power BI, sachant que évidemment c'est un exemple et au final n'importe quel outil de visualisation aurait pu être utilisé. On avait il y a un an utilisé SockSpot notamment et on pourrait imaginer d'autres visualisations possibles, par exemple Tableau ou d'autres. Donc c'est vraiment neutre en termes de fond. Donc pour vous illustrer un petit peu ce que ça peut donner en termes de métier et comment on peut utiliser ces insights qui sont générés, on prend l'exemple du coup d'un catégorie manager, donc chez un retailer qui est plutôt orienté décoration, univers de la maison, et un catégorie manager qui est plutôt sur une catégorie qui s'appelle stationery and gifts, donc plutôt les cadeaux et tout ce qui va être papeterie, etc. Donc, on arrive sur un premier écran qui récapitule un petit peu la performance de la catégorie sur l'année, où on va retrouver une donnée assez habituelle de vente, en vente promo et en vente hors promo. Également, la contribution des différents produits qu'on aura lancés, donc les différentes innovations, en termes de vente valeur, en termes de vente volume et en termes de marge à l'ensemble de ma catégorie. Donc, on voit ici qu'on est bien sur une catégorie qui est très saisonnière, ce qui n'est pas étonnant pour les cadeaux, vu qu'on est plutôt sur de très fortes ventes en fin d'année, en novembre et en décembre, portées du coup par la catégorie des cadeaux. Si maintenant on essaye d'aller un peu plus dans le détail et d'analyser la performance d'un produit qu'on a lancé récemment, on prend par exemple l'exemple d'une bougie qui a été lancée. Donc, on voit pareil que la bougie a été lancée vers août-septembre. Elle décolle vraiment sur la fin de l'année, logiquement avec la saisonnalité de la catégorie. On retrouve donc ces performances de vente et de promo et non promo qui sont assez bonnes et au-dessus de l'objectif. Et si on veut aller plus loin pour analyser vraiment comment se comporte cet article, on va pouvoir accéder à un deuxième écran où là, on va retrouver des éléments qui sont enrichis grâce à Dataiku. On retrouve nos ventes qu'on a déjà vues par ailleurs, cette fois-ci splittées entre les ventes qui sont liées aux clients encartés et aux non encartés. Notre split de clients, bon ici on a essentiellement des nouveaux clients logiquement vu que c'est une innovation qui vient d'être lancée. Et derrière, ce que va apporter notamment Dataiku, notamment via un calcul de similarité entre produits qui peut être utilisé aussi à des fins de calcul de la cannibalisation, ça va être de pouvoir identifier justement la part des ventes de cette innovation qui est prise sur d'autres articles déjà présents dans le magasin. Et dans ce cas-là, on parle du coup de cannibalisation. Donc là, on a environ 10 cas de cannibalisation par rapport au produit qui est déjà vendu et qui sont assez proches en termes d'usage du produit qu'on a lancé. Et on retrouve du coup les ventes qui sont vraiment incrémentales et donc apportées en plus par l'innovation qui sont ici à 30 000 €. Ce qu'on va pouvoir voir également, c'est le top des produits qui sont cannibalisés. On voit logiquement que ce sont d'autres bougies qui sont cannibalisées par cette innovation qu'on a lancée et on a ici un top 3. Ce qu'on va pouvoir voir et coupler avec une autre dimension que Nelson a un peu expliqué tout à l'heure, c'est le clustering de clients. On a ici deux éléments qu'on peut mettre en avant. Une répartition de cette cannibalisation dont on vient de parler sur les différents clusters de clients. Donc ici, on voit notamment que la plus forte cannibalisation est portée par un cluster qui est plutôt constitué de clients occasionnels, donc qui vont peut-être avoir plutôt tendance à se reporter facilement sur d'autres produits, car de toute façon, ils font des achats qui sont très ponctuels et peut-être un petit peu impulsifs.
Et on a un autre élément qui est affiché par rapport à ces clusters qui sont calculés, c'est la pénétration. Donc, on voit qu'on a des niveaux de pénétration qui sont assez divers suivant les différents niveaux de clusters et que le cluster le plus pénétré par cette innovation est constitué des novelty fans, donc vraiment des personnes qui suivent les innovations et les nouveautés dans l'assortiment de ce magasin-là et qui peuvent y être habitués. Un autre élément qu'on va pouvoir aller voir plus en détail, c'est comment se comporte cette innovation par rapport à des produits similaires. Donc là encore, ce calcul de similarité est permis par Dataiku. Et on va pouvoir voir ici, par rapport à 3 produits similaires, comment se comporte le lancement en fait, de mon innovation, et par rapport à des produits du coup, qui sont dans l'assortiment depuis beaucoup plus longtemps, depuis au moins 1 an. Voilà, quel est le niveau de vente et est-ce qu'au final c'est satisfaisant ou pas par rapport au comportement du reste de l'assortiment. Donc ici, on retrouve notre innovation qui fait un bon démarrage par rapport à d'autres innovations qui a été lancée plutôt l'année dernière, qui sont un petit peu, alors pas en perte de vitesse ici, parce qu'on est toujours sur le phénomène de saisonnalité, mais qui en tout cas performent moins bien que cette innovation. Donc cette comparaison de produits, elle est intéressante. On a évoqué ici la similarité et la cannibalisation, on pourrait en évoquer d'autres, hein, notamment des problématiques de panier qu'on pourrait essayer de creuser grâce à Dataiku. Mais en fait, c'est deux, trois exemples de ce qui peut être permis en Dataiku, alors soit par des projets clés en main, on va dire, un peu comme les a mentionné Nelson, soit grâce à la data science habituelle, on va dire, entre guillemets, que les data scientists pourront mener dans Dataiku. Pour résumer, du coup, ce que permet ici Snowflake, qui apparaît pas directement, mais ce qui est permis par Snowflake, c'est vraiment une question de performance. On a notamment la possibilité de pouvoir travailler sur les mêmes dashboards à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'utilisateurs. Et c'est notamment intéressant qu'on veut vraiment travailler de manière collaborative entre différents profils au sein d'une même équipe pour le retailer, mais également avec les fournisseurs. Et également, du coup, Snowflake va pouvoir permettre d'absorber des volumétries qui soient très fortes, notamment sur les données de transactions, etc., qui sont généralement de plusieurs millions de lignes chez les grands retailers et qui, du coup, peuvent vraiment poser un souci de performance habituellement. Là, ici, Snowflake permet vraiment d'assurer une plateforme et des reporting qui soient stables, et Dataiku permet vraiment de les enrichir avec des insights qui soient beaucoup plus approfondis. Alors, voilà pour cette démonstration sur le Power BI et je vais juste repartir sur notre présentation. Du coup, Élodie, je te laisse la main pour résumer. Oui. Donc alors, pourquoi, on voulait conclure sur pourquoi ces choix technologiques et qu'est-ce que ça apporte. Alors, pourquoi Snowflake d'abord et Alexandre vient juste d'en parler. Le premier sujet, c'est là on parle de très gros volumes de données, d'un besoin de KPI qui ne s'agrège pas. Donc, il faut, puisqu'on parle de KPI client, la cannibalisation, à chaque fois, il faut que vous compreniez que derrière la taille du volume de données, en fait, on est obligé d'aller reprendre les clients de cette innovation-là, voir ce qu'ils consommaient avant sur un univers qui va être la catégorie, et encore plus fin que la catégorie, puisque des produits qui leur ressemblent. Donc, on ne peut pas avoir précalculé toutes les options possibles, ça ferait trop de calculs. Du coup, on a besoin de performance et on a besoin de scalabilité parce que, comme le disait Alexandre, on va avoir parfois, et notamment, c'est souvent le cas en début de mois pour voir les performances, mais pareil aussi pour suivre régulièrement une innovation ou d'autres. On va avoir beaucoup d'utilisateurs concomitants à un moment donné et puis peut-être moins à d'autres moments du mois. Ce qu'apporte aussi Snowflake dans ce choix-là, c'est en dehors de la partie performance, du fait que c'est intégré nativement et que notamment on peut aussi faire du SQL assez facilement, donc il n'y a pas beaucoup de barrières technologiques pour les développeurs. C'est aussi toute la facilité de collaboration autour de la donnée. Alors, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est là, on vous a montré une partie Insight Platform plutôt, mais comme on l'a expliqué aussi un peu plus tôt, les niveaux les plus avancés avec les fournisseurs les plus avancés de collaboration autour de la donnée, elle va de plus en plus vers aussi des partages de données plus brutes
mais forcément pas de façon anonymisée. On ne peut pas avoir accès le retailer n'acceptera jamais de partager complètement toute sa donnée, il n'en a pas le droit d'ailleurs. Par contre, grâce au data sharing de Snowflake, il va pouvoir partager dans un data clean room ces données-là et permettre cette collaboration et cette remapping avec les données internes. Et en plus, d'ajouter des données externes. On ne l'a pas beaucoup montré dans cet exemple, mais en fait, comme le disait Nelson tout à l'heure, grâce au marketplace, on va pouvoir ajouter des données marché, on va pouvoir ajouter des tendances météo, d'autres choses qui vont vraiment aussi donner plus de contexte à l'insight et plus de valeur. D'un autre côté, pourquoi Dataiku ? Parce qu'en fait, on a souvent des utilisateurs qui ont des niveaux d'expertise différents. Certains data scientists qui vont être très évolués, qui vont avoir envie d'écrire leur modèle eux-mêmes, mais d'autres un peu moins habitués peut-être, qui ont besoin de collaborer avec ces data scientists-là et puis de pouvoir commencer leur premier modèle. Et donc, Dataiku va vraiment nous permettre cette collaboration. Et d'accélérer l'industrialisation juste avec aussi des algorithmes très, très poussés en data science et en machine learning. Et puis, cette intégration entre Snowflake et Dataiku qui nous permet de vraiment profiter de toute la performance de ce que Snowflake permet avec des codes Dataiku et d'accélérer. Voilà en quelques mots pourquoi ces choix technologiques. Merci Elodie, merci Alexandre, merci Nelson. Cela conclut la démo et notre présentation et on est prêt à prendre d'éventuelles questions. Moi, j'avais du coup une première question pour toi, notamment Elodie. On a évoqué avec Alexandre et puis on a reparlé à l'instant les questions de volumétrie. Qui sont forcément des questions extrêmement importantes dès lors qu'on parle de projets à l'échelle de l'entreprise. Bien entendu, dans le cadre de cette démo, on a travaillé sur des jeux de données, hein, donc on n'a pas essayé de traiter ces sujets-là. Dans le cadre des projets que toi, tu as menés dans le domaine du retail dans le passé, est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur en termes de volumétrie de données manipulées ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, là, dans le cadre de la démo, on a un jeu de données qui a été volontairement réduit pour permettre de la démo, mais en fait, on est capable d'avoir le même niveau de performance et d'interaction rapide dans les outils avec des données beaucoup plus larges. Moi, par exemple, j'ai déjà travaillé pour un retailer international leader avec une base de données. Alors là, c'était un vrai projet international. Donc, il y avait aussi toute une partie préparation de données dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé et on pourrait aussi en parler, et qui avait à peu près 8 milliards de lignes de transactions encartées à analyser. Donc, il faut vous dire que du coup, alors, il y a des parties, parfois, on peut agréger une partie de ces données, mais souvent pas, parce qu'un client qui vient 2 fois la même semaine, ça reste qu'un seul client. Et notamment sur des sujets comme l'innovation dont on parle là, la cannibalisation, la seule manière de le comprendre et de l'analyser proprement, c'est d'arriver à faire un focus sur les clients qui ont acheté cette innovation et d'aller regarder ce qu'eux ont acheté avant. Et ça me permet de mesurer mon incrémental ou ma cannibalisation. Donc, il faut que j'arrive à trier rapidement sur mes 8 milliards de lignes quelles sont celles qui sont importantes et que je puisse quand même, il va nous en rester quelques millions quand même, et parmi ces quelques millions, savoir comment est-ce que je peux calculer mes indicateurs le plus rapidement possible. Merci Elodie. Avez-vous des questions, que ce soit sur on va dire la dimension métier, le cas d'usage, ou des aspects plus technologiques que soit nous aurions couverts, mais de manière un petit peu rapide, sur lesquels vous voudriez des précisions, en sachant que toute l'équipe est à votre dispo pour y répondre, et également nos amis experts de Dataiku et Snowflake sont également présents. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le cas d'usage métier, l'application de ce type d'approche à d'autres contextes métiers également, ou tout simplement sur des aspects plus technologiques. Avez-vous des questions à poser à l'équipe ?
Oui, bonjour à tous. Merci pour la démo. J'avais une petite question. On parle de volumétrie de données, mais on parle aussi d'un contexte en général mondial, dans le contexte du retail, et où du coup, il y a un ensemble de pays ou de filières qui vont envoyer des données. Et du coup, le fait de mettre en place ce type de plateforme, ça nécessite forcément une sorte de centralisation des données, de data platform, data factory ou autre. Et on se retrouve souvent, en fait, du coup, de ce que moi j'ai pu voir, c'est du coup avec des différences de SI, de données, de typologie de modèles de données, de variation de fréquence des données de mise à jour. Comment est-ce que du coup, dans ton expérience, Elodie ou d'autres personnes de l'équipe, là, vous mettiez ça en place et du coup, avec quid de la responsabilité au niveau de la qualité des données entre le local, le central et dans une optique aussi du coup de roll-out et d'augmenter petit à petit le nombre de pays qui vont pouvoir avoir ce type de plateforme et puis peut-être avec des nouvelles fonctionnalités. Je vais commencer, puis si on veut partager plus des points techniques, je laisserai mes collègues le faire. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de simple on va pas faire du jour au lendemain une base de données internationale. Donc ça commence par effectivement arriver à identifier comment on va le faire. Alors, le premier sujet, c'est aussi, puisqu'on a besoin de la donnée, même si elle est pseudonymisée, il y a un ID client. Donc, il faut aussi se conformer aux règles de protection des données personnelles des différents pays. Donc, l'avantage, par exemple, dans Snowflake, c'est qu'on va pouvoir avoir du multi-cloud et du multi-géographie, ou du multi-géographie. Donc, par exemple, on va pouvoir avoir des environnements dans différentes géographies pour garantir la performance et garantir le respect des données personnelles comme il se parle. Bon, après, du coup, là, je reviens sur ta question initiale, c'est comment est-ce qu'on met tout sur Snowflake pour que ça se parle. Ça ne se fait pas toujours tout en même temps, ça peut se faire aussi assez progressivement. On voit quand même, et je pourrais peut-être laisser Eric compléter, mais la migration est assez simple en général. Dans le retail, on a beaucoup de migrations Teradata vers Snowflake, par exemple, qui peuvent se faire quand même assez facilement. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, il y a plein de systèmes, mais ça peut se faire. Et du coup, on peut aussi imaginer des modes hybrides où progressivement, on fait parler un Snowflake avec un Teradata au début, et puis on le fait au fur et à mesure des pays, on le fait évoluer. La partie internationale va aussi poser des questions pas mal en termes de hiérarchie produit internationale. Et là, alors il y a plusieurs sujets, ça pourrait être un sujet à part entière. Ça dépend un peu des objectifs. Parfois, en fait, même si on veut créer une base de données internationale, on peut avoir des hiérarchies locales indépendantes parce que finalement, on ne va pas comparer beaucoup les pays entre eux. On veut juste plutôt que notre fournisseur ou notre catégorie manager puisse accéder pays par pays à sa hiérarchie à lui. Parfois, il y a besoin de consolider, donc là, c'est un petit peu plus de travail. Il y a aussi certains éditeurs qui peuvent accélérer ces solutions-là, mais ça fait évidemment partie des gros challenges. Si vous voulez compléter… Ouais, je peux peut-être ajouter quelques mots. Alors, effectivement, il y a la dimension migration de data warehouse existants sur le cloud et sur Snowflake. Donc, ça, c'est effectivement un sujet classique pour nous. Pendant la présentation, on a aussi parlé du data sharing pour collecter des données de marché démographiques depuis la marketplace ou alors pour échanger les données avec les fournisseurs. En fait, le data sharing, c'est aussi l'opportunité d'améliorer la collaboration à l'intérieur des organisations. Alors, notamment, on travaille beaucoup avec des groupes internationaux qui ont cette problématique de consolidation de données entre des filiales qui ne sont pas forcément sur le même cloud provider. Et donc, Snowflake, on arrive avec une solution qui est identique sur les trois cloud providers, donc sur AWS, Azure et GCP, et qui va permettre à ces organisations de mettre en place du sharing entre leurs filiales pour réaliser cette consolidation sans couture, sans avoir à mettre en place des flux techniques qui permettraient de rapprocher les données. Là, on va directement depuis Snowflake, en quelques clics, pouvoir aller consommer les données des autres filiales et puis commencer à les consolider. Alors évidemment, après, il y a ce travail d'harmonisation dont parlait Elodie. Ça peut être sur les taxonomies, ça peut être sur différents aspects d'harmonisation des données pour pouvoir les croiser et comparer des indicateurs similaires lorsque les modèles d'origine sont différents. Merci Elodie. Eric, il y a une question dans le chat sur la préparation de données, une question de Daniel, peut-être pour toi et Héloïse côté Dataiku. En quoi ces outils nous aident à préparer la donnée?
Excusez-moi, c'est pour Héloïse ou pour Élodie, la question? Non, Héloïse. Héloïse. Ah d'accord, bien sûr. Bien sûr. Donc au niveau, vous parlez donc les deux outils, vous parlez de Dataiku et de Snowflake ou la combinaison des deux? Je ne sais pas, Daniel, si vous souhaitez préciser la question, mais en quoi ces outils nous aident à préparer les données. Donc, je pense que c'est en amont en fait, du chargement dans Snowflake et dans tout le travail de préparation qui peut être fait pour créer le flux. Donc, j'imagine qu'il y a notamment un focus côté Dataiku, mais je pense que la question peut être ouverte. Et limite, Eric, si tu veux compléter, n'hésite pas sur la partie Snowflake. Hein. Alors, au niveau de Dataiku, donc on a de nombreux outils qui nous permettent, qui ont été développés en interne et qui va vous permettre juste en de simples clics. Donc, vous n'avez pas besoin d'être des experts en Python, en Spark, en Scala, je ne sais pas. Et donc, par exemple, il y a des recettes visuelles où vous allez avoir un échantillon de données que vous pouvez vous-même configurer. Donc, par exemple, vous pouvez travailler avec 100 lignes en temps réel, ce qui vous permet véritablement d'avoir une compréhension des différentes étapes que vous allez effectuer. Et par exemple, un travail qui peut être assez intéressant si vous voulez faire une analyse de texte. Vous allez vouloir le normaliser. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser? Ça veut dire enlever les caractères spéciaux, enlever les majuscules, peut-être enlever les mots de liaison qui va pas vous apporter beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez faire ça en code, par exemple en Python, ça va être équivalent à 5-10 lignes de code. Avec Dataiku, vous allez avoir visuellement cette recette que vous pouvez cocher ou décocher. Donc, en 3 clics, vous allez pouvoir voir sur votre échantillon de données le résultat de cette transformation. Après, donc, si vous voulez l'appliquer à l'ensemble de votre volumétrie, donc vous allez pouvoir jouer cette recette. Et ça va directement, si vos données sont stockées sur Snowflake, on va utiliser le moteur d'exécution de Snowflake. Donc, les données ne vont pas être rapatriées sur le serveur où Dataiku est installé. Et ça va vous permettre d'effectuer cette transformation avec une très grande performance. Donc, pour récapituler, donc là, j'ai parlé juste de la normalisation de texte, mais ça peut être supprimer une colonne, ça peut être travailler avec des nombres, ça peut être créer des catégories. Il y a des choses qui sont déjà préétablies, mais vous pouvez aussi ajouter, donc si vous êtes plus à l'aise à faire du Python, vous pouvez aussi le scripter en Python. Et donc, travailler sur un échantillon de données, vraiment, ça vous permet un gain de temps assez impressionnant parce que sinon, si vous travaillez en Python, je veux faire une transformation. Pour la tester, il va falloir que je fasse tourner mon script. Donc, des actions supplémentaires à effectuer au niveau de l'utilisateur. Est-ce que ça répond à votre question ou vous voulez plus de détails? Daniel, vous précisiez dans le chat que c'était pour distinguer les 8 milliards de données pour les catégories. Alors, oui, Daniel, est-ce que vous parlez du coup des performances? Parce que donc là, vous parlez de 8 milliards de données. Donc, en termes de performance, c'est ce que j'ai récapitulé. Si vos données sont stockées sur Snowflake, l'objectif, ce qui est coûteux en performance, c'est les input-output, donc les sorties. L'objectif, c'est de ne pas faire bouger l'extraction. Je parle de la pertinence de l'extraction de l'information. Dans quel sens la pertinence? Je vais peut-être, en fait, effectivement, et je pense, Daniel, qu'Héloïse a répondu dans le sens technique. Pour qu'elle soit pertinente, pour que les insights soient pertinents, il faut, on parlait de la normalisation, mais il faut effectivement qu'on ait Danone écrit qu'une seule fois, qu'on ait le plus d'attributs possibles et du coup, c'est important en dehors de l'aspect transactionnel d'avoir aussi une propreté de données faite. Donc, il va y avoir tous les aspects de préparation de cette donnée dont Héloïse mentionnait. Il va y avoir des aspects de validation de la qualité de la donnée, surtout quand elle vient d'inputs différents, effectivement, de s'assurer qu'il ne nous manque pas un magasin un jour, qu'il n'y a pas un trou dans les données. Donc, ça aussi, il y a tout l'aspect aussi de préparation des tests et d'automatisation de ces tests de qualité pour voir si on va pouvoir les ingérer.
Est-ce que cela répond, Daniel, à votre question? Oui, super. Est-ce que ça répond à la Merci. Avez-vous d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, semble-t-il. Du coup, Pierre-Yves, peut-être que je te repasse la main. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on arrive à la fin du temps prévu. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Et on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un autre comptoir ou des formations ou d'autres réjouissances. Merci et bonne journée. Au revoir.